décision a été la plus difficile à prendre? La décision la plus difficile à prendre, c'est d'engager les forces armées dans un conflit. La décision la plus difficile à prendre, et pourtant jamais en temps de paix la France n'a été si engagée dans des opérations militaires. Alors on sait que la guerre change les hommes, mais change-t-elle les présidents qui la décident? Que penser de la posture de chef de guerre viril adoptée par François Hollande quasi depuis son élection? Et cette posture qu'on retrouve aussi en ce moment chez les leaders de droite marque-t-elle une rupture avec des Chirac ou des Mitterrand qui eux avaient connu la guerre? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur des politiques en chef guerrier, avec nous 4 invités. Bonjour. Jean-Dominique Merchet, journaliste spécialisé depuis des années sur les questions de défense que vous couvrez aujourd'hui pour le quotidien L'Opinion. Isabelle Vera-Masson, spécialiste en communication médiatique, chercheuse au CNRS. Vous avez travaillé sur ces questions très sensibles de la communication autour de la guerre. Frédéric Dabi, politologue et directeur du département Opinion de l'IFOP. Et enfin, Marie Degan, professeure de littérature. Vous avez également été la plume de Nicolas Sarkozy. On analysera donc avec vous ce style de discours sur la guerre, forcément très solennel puisque c'est le moment où on engage des hommes dans la bataille. Alors pour François Hollande, l'exercice s'est répété à plusieurs reprises. Mali début 2013, puis Centrafrique, Irak et Syrie, un pays où François Hollande voulait intervenir depuis longtemps. Alors d'abord pour punir Bachar el-Assad après le gazage de civils, mais à l'époque, en septembre 2013, cette volonté de la France n'avait pas été suivie par ses alliés réunis lors d'un sommet du G20. Ceux qui imaginent qu'on peut faire une solution politique avec un régime qui massacre, qui gaze et qui entend liquider ceux qui lui font opposition, s'ils pensent cela, qu'il y aura une solution politique en laissant faire, ça fait maintenant près de 2 ans que ça dure, et ça continuera, mais ça continuera pas simplement en Syrie, ça continuera dans toute la région, ce à quoi je me refuse. Voilà, un pas de laisser-faire, préconise-t-il, une fermeté qu'on retrouve dans sa bouche 2 ans plus tard, au moment d'engager la France contre Daesh en Syrie. Il nous revient, et il me revient, de répondre à l'urgence et surtout de faire des choix. Ceux qui compteront, le moment venu pour le jugement de l'histoire, mais des choix qui doivent également dessiner notre avenir. Daesh a considérablement développé son emprise depuis près de 2 ans. Et c'est depuis la Syrie, nous en avons la preuve, que sont organisées des attaques contre plusieurs pays, et notamment le nôtre. Ma responsabilité, c'est d'assurer que nous puissions être informés au mieux des menaces qui pèsent sur notre propre pays. Voilà, alors on peut le trouver très va-t-en-guerre et certains l'ont trouvé, mais que dire de la réaction du camp d'en face chez les Républicains, comme le montre ce florilège suite à la décision de la France d'intervenir en Syrie. Alors dans le montage qu'on va voir, il y en a quand même un qui se distingue, saurez-vous le retrouver? Si on fait la guerre, mes chers amis, qui est une décision lourde, qu'il m'est arrivé de prendre, on l'a fait pour la gagner. On ne s'emballe pas pour savoir s'il faut des avions ou du personnel au sol. On fait la guerre totalement, parce que je ne connais pas de stratégie qui conduise à faire la guerre à moitié. Si on fait la guerre, c'est grave, c'est lourd, c'est tragique, alors on le fait pour gagner. Qu'est-ce que ça veut dire, la guerre totale? Bon, bien sûr qu'il faut faire une guerre contre le terrorisme et contre Daesh. Enfin, quand j'entends ces propos, je suis un petit peu inquiet. On va débarquer massivement au Proche-Orient. Enfin, gardons notre sang-froid. Je pense que l'objectif n'est pas d'endiguer Daesh, l'objectif est d'éliminer Daesh. Je pense que le rôle de la France n'est pas d'être systématiquement à la traîne des autres pays. Le rôle de la France est de voir au contraire un leadership, de montrer la voie. La question n'est pas de savoir si on parle avec Bachar, c'est est-ce qu'on va taper Daesh? Est-ce qu'on les extermine? On le fait là ou pas? Pas assez. Voilà, alors François Hollande justifie la guerre, mais on va dire que les leaders de droite sont déjà au combat, en Syrie, peut-être contre François Hollande aussi. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup, voire
trop d'agressivité, on peut penser, dans les mots sur un sujet sensible comme la guerre. Peut-être Marie de Gand, si vous voulez réagir. Oui, ce qui est frappant, c'est qu'elle a une posture d'opposition. Donc c'est toujours plus facile quand on n'est pas soi-même aux commandes d'avoir ce vocabulaire guerrier. Mais il me semble que c'est quand même un vocabulaire qui a marqué toutes les interventions faites par les gouvernements de droite sous Nicolas Sarkozy, qui était ce rapport à un vocabulaire du châtiment que personnellement je trouvais dommageable, parce qu'il me semble que la guerre est une affaire qui doit rester mesurée. Et il y avait souvent un vocabulaire religieux ou un vocabulaire enfantin. Ici, on entend un ancien ministre qui dit « allez taper Bachar ». Bon. Voilà, de quoi on parle? Est-ce que la guerre est une vengeance? Il s'agit de savoir quels sont nos buts de guerre et de s'y référer de manière mesurée pour que l'opinion publique sache de quoi on parle. D'accord, donc vous dites finalement ce discours qu'ils ont dans l'opposition n'est pas si différent de celui qu'ils avaient dans la majorité. Oui, mais je pense que c'est aussi une façon de montrer qu'il y a d'un côté un président qui serait pusillanime et de l'autre des gens qui savent décider. Et là où Alain Juppé n'a pas tort, c'est que le sens de la mesure dans des sujets pareils est quand même assez important. C'est quand même important, oui, Isabelle Verhamasson, sur ce discours. Au départ, je me suis dit, en fait, il y a ceux qui sont en responsabilité ou qui ont été en responsabilité et qui sont plus mesurés, dans la mesure où effectivement, c'est une chose de dire il faut aller faire la guerre et de le décider. Et devant l'histoire, dit Hollande, on parle évidemment des références au passé, on parle d'exterminer, on parle de débarquer, on voit bien que les références historiques sont très importantes. Et en même temps, c'est pas tout à fait vrai, puisque Nicolas Sarkozy, qui a été aux affaires, est lui aussi dans la surenchère guerrière. Donc c'est pas vraiment la grille d'analyse. La grille d'analyse n'est pas uniquement je suis en responsabilité ou je suis dans l'opposition, c'est plus compliqué et c'est probablement des choix politiques. Vous pensez que c'est des choix politiques? Oui, je pense que c'est effectivement remettre Hollande dans son camp de la. D'accord, en fait, il ne parle pas de la guerre. En fait, il parle pas de la guerre, il parle de François Hollande. Quoi. Oui, la guerre est une manière, est un sujet pour s'opposer. De la même manière que Juppé ne parle que de Nicolas Sarkozy. Donc on voit bien que ce sont des dialogues là qui nous dépassent un peu. D'accord. Oui, je suis vraiment tout à fait d'accord. On est dans une logique de différenciation et de distinction entre les 4 prétendants ouverts ou pas à la primaire et une logique de délégitimation de François Hollande. Les propos de Nicolas Sarkozy. Ce sujet est instrumentalisé finalement de la guerre. C'est un sujet grave quand même. Complètement. Ouais. Cela dessine un portrait de François Hollande hésitant qui prend des demi-mesures. Et face à ça, Nicolas Sarkozy renvoie son image forte des années 2007-2012. Lorsqu'on entend Alain Juppé, on entend des propos qui étaient avant adressés à Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy l'agitait, et puis on a les autres prétendants de la primaire qui sont sur un discours relativement commun. Et là, on est plutôt sur une critique de fond vis-à-vis de François Hollande. L'ennemi, c'est moins Bachar que Daesh. Mais sur les premiers propos de François Hollande, ce qui est extrêmement notable, et on le voit dans les enquêtes d'opinion, c'est qu'on a 2 François Hollande. Le François Hollande sur les affaires intérieures qui pêche en termes de décision, d'autorité, de leadership, et c'est vraiment des critiques très fortes de la part des Français. Et le François Hollande en politique extérieure qui arrive à activer, qui arrive à gagner en autorité, en fermeté, avec un ton martial, ferme, en continuité avec ses propos précédents, qui est plutôt salué par les Français. On teste chaque mois l'action de François Hollande dans le baromètre fiduciaire pour Paris Match et Sud Radio, et il est minoritaire partout, sauf sur un domaine, la politique extérieure. Où là, il arrive à avoir ce ton qu'on va continuer à commenter dans l'émission. Alors Jean-Dominique Marchais, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une instrumentalisation, dans ces discours, est-ce que vous entendez aussi une instrumentalisation de la guerre à des fins de politique intérieure? Et puis pourquoi cette évolution? Est-ce qu'ils sont plus guerriers aujourd'hui, les politiques, qu'à une époque précédente? Oui, c'est assez frappant de voir qu'il y a sans doute un effet de génération. On a eu la génération des gens qui avaient connu la guerre, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre d'Algérie dans le cas de Jacques Chirac, et de gens qui ont été très marqués par ça. Et puis maintenant, on a une génération, Nicolas Sarkozy, François Hollande, qui n'ont pas vécu ça directement. Et c'est vrai que la guerre, c'est devenu quelque chose d'un peu lointain, d'un peu hors du vécu de la majorité des Français. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la plupart des Français de moins de 40 ans n'ont même pas fait leur service militaire. Donc ça veut dire que ça fait 20 ans. On est dans une abstraction, quoi, totale. C'est devenu une abstraction. Alors, il y a un rapport à la puissance militaire, à l'exercice de la fonction de chef des armées qui est un peu différent, et ça peut nous entraîner dans des choses. Il y avait une prudence, une certaine sagesse des gens qui disaient la guerre, c'est quand même quelque chose de grave. Et là, on voit une sorte d'agitation. Il faut taper, il faut y aller. Il y a un concours de virilité assez ridicule. Et heureusement que certains
on a entendu Alain Juppé, en font plus un concours d'intelligence que de virilité. Parce que c'est quand même des affaires où il faut réfléchir à ce qu'on fait et pas partir bille en tête, comme on l'a vu assez souvent ces dernières années. D'accord, donc ce concours de virilité, hein, comme vous dites, il s'explique selon vous par aussi ce changement de génération, ces discours, c'est un discours d'une génération. Je pense que ça joue, oui. Alors, on va en revenir à François Hollande, hein, à sa posture qui a été déclinée de manière assez surprenante à l'occasion de la décoration des héros du Thalys, hein, 3 Américains qui, fin août, ont désarmé un terroriste qui aurait pu faire un carnage. Alors, écoutez son discours. Il parle du terrorisme de manière assez large, mais d'autres choses aussi. C'est l'image du jour. François Hollande qui honore au nom de la France 4 simples voyageurs devenus en l'espace d'un instant des héros. Pour leur acte héroïque, le chef de l'État leur remet la plus haute distinction de la République. Monsieur Spencer Stone, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Devant Manuel Valls et une bonne partie du gouvernement, François Hollande rend hommage à ceux qui ont permis, dit-il, d'éviter un carnage. Votre héroïsme doit être un exemple pour beaucoup et une source d'inspiration. Face au mal qui est là, qui s'appelle le terrorisme, il y a un bien, celui de l'humanité. C'est celui que vous incarnez. Voilà, alors le bien contre le mal, hein, certains y ont vu un peu de George Bush néoconservateur en 2001 dans le texte, ça a fait réagir. Alors la question qu'on se pose en entendant ça, c'est est-ce conjoncturel ou alors, parce qu'il décore des Américains hein, finalement, alors il adopte ce qu'il pense être le discours des Américains, ou alors est-ce qu'il fait passer un vrai message en disant ça, Jean-Dominique Merchet, vous entendez un message là? Oui, je pense qu'il y a une vraie conviction, il y a une vraie conviction qui est assez proche des néoconservateurs américains, c'est-à-dire de ce qu'on appelle, dans une version plus douce une forme de libéralisme casqué, ou beauté, de gens qui ont envie d'imposer le bien par la force. Il y a clairement cette inspiration au sein de l'équipe au pouvoir aujourd'hui en France, qu'elle soit socialiste, et elle existait aussi à l'époque Sarkozy. Il y a une vraie continuité. C'est vrai que François Hollande aussi a parlé de punir Bachar el-Assad aussi. C'est ça, c'est ce vocabulaire, ça revoit à ça. Il y a vraiment cette idéologie, elle est là. Il en avait parlé en 2013, pardon, de punir Bachar el-Assad. Il ne faut jamais oublier que les néoconservateurs américains, dont on a dit pique-pendre, et souvent à juste raison, mais pas toujours, venaient essentiellement de la gauche intellectuelle américaine. Il y a une filiation comme ça. C'est pas étonnant de retrouver des gens qui viennent de la gauche tenir des discours d'un interventionnisme au nom du bien, de la démocratie, des droits de l'homme, de la laïcité, tout ce qu'on voudra, et que ça se résolve à coups de bombe. Alors Marie de Gand, quand on préparait l'émission, vous disiez que les présidents parlaient énormément d'eux lors de ces cérémonies de remise de décoration. Qu'est-ce que vous entendez là? Qu'est-ce qu'il nous dit finalement sur lui, François Hollande, indépendamment de cette posture qu'on vient de commenter? C'est une façon de reprendre une posture gaullienne discrètement, sans faire le grand personnage, mais tout de même être l'incarnation des valeurs de l'humanité, comme il le dit. Donc une posture universaliste qui replace la France au centre du jeu, et ça n'est pas anodin que ça se produise au moment où on a une rencontre américano-française. Donc c'est rejouer aussi cet axe-là du bien des Alliés, de la Seconde Guerre mondiale, c'est se nimber, il me semble, de toute cette histoire-là. Et je pense que dans chaque discours de remise de décoration, il y a effectivement, au-delà des récipiendaires, une manière pour l'orateur de tracer en creux le portrait des valeurs auxquelles il tient et le portrait finalement de son propre héroïsme. C'est aussi ça qui se joue. Je vous parle de vous, mais qui suis-je, moi, qui vous parle? Et alors, Isabelle Verhamasson, vous connaissez bien François Hollande, vous l'avez suivi, enfin, connaissez bien, j'entends que vous avez suivi ses discours, voilà, traduisons. Est-ce que ça vous surprend qu'il adopte ce discours? Moi, j'ai plutôt envie de le replacer dans l'histoire. Et la guerre a été depuis quelque temps, totalement délégitimée. Et donc, refaire la guerre, c'est pas évident. Il faut le replacer dans une autre histoire qui est celle qui n'est pas l'histoire de la guerre, mais dans l'histoire d'une guerre juste.
On ne peut faire la guerre que lorsqu'elle est juste. On ne fait plus la guerre pour des histoires de territoire, on ne fait plus la guerre pour des raisons économiques. Il faut qu'elle s'inscrive dans la bataille des valeurs. Donc lui, parlons de lui, notre président, François Hollande a choisi ce moment d'héroïsme personnel qui est plutôt une tradition de combat traditionnel. C'est-à-dire, c'est finalement des hommes qui se battent pour être plus forts que les autres, pour se défendre, etc. Il l'inscrit dans une autre histoire. C'est intéressant. Il fait un décalage, il déplace l'héroïsme traditionnel de la gloire vers la guerre juste. C'est-à-dire, nous nous battons pour le bien contre le mal, et seule une bataille du bien contre le mal légitime la guerre. Et ça c'est très important. Et ça me surprend cette posture chez lui, justement, parce que c'est pas l'image qu'on aurait pu avoir de lui. Il vient d'une guerre, il vient de cette tradition-là. Je veux dire, la droite, pour aller rapidement, s'inscrit dans la patrie, dans le nationalisme, dans la guerre de conquête, dans l'histoire-bataille. La gauche refuse. Traditionnellement, quand la guerre de 14, etc., on plante le drapeau français dans le fumier. C'est ça, la gauche, par rapport à la guerre. Là, elle s'inscrit, et là, c'est très intéressant, parce que ça dit des choses dont on va parler. Pas Clémenceau, quand même. Et sur François... On inscrit cette histoire de la guerre dans la tradition de gauche, c'est-à-dire la tradition de la guerre juste. D'accord, mais pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons, on se demande, un peu psychologiques aussi concernant François Hollande? Ça, je crois qu'on va le voir tout le long de l'émission. Mais il y a effectivement le besoin d'être à la fois de gauche avec des valeurs qui sont parfois à la droite. Je voudrais juste nuancer, je trouve ça très intéressant cette idée de guerre juste, mais il me semble que là aussi, Nicolas Sarkozy avait triangulé en reprenant des valeurs de la gauche. L'intervention en Libye, elle ne se faisait pas pour un territoire, elle se faisait aussi au nom de la guerre juste. Donc il me semble qu'il y a eu un brouillage de la distinction. Il me semble qu'à droite aussi, certains préconisaient des interventions au nom des valeurs. L'intervention en Afghanistan, c'était au nom de la liberté. Bon, c'est très délicat à manier ces valeurs, mais il me semble que le clivage gauche-droite ne tient pas en tout cas sur cette... Alors attendez, qu'on vous comprenne bien, vous voulez dire finalement Nicolas Sarkozy triangulé avec des valeurs de gauche. Là, François Hollande, on se demande s'il triangule avec des... Parce que Jean-Dominique Marchais disait il y a aussi une certaine tradition de gauche dans ses discours. Depuis Valmy. Voilà, c'est pas juste de la triangulation. Mais bien sûr, mais on a eu, quand Bernard Kouchner a quitté le gouvernement auquel il participait trop tôt, sous Nicolas Sarkozy, mais en fait, le devoir d'ingérence a été mis en place sans lui, alors que c'était lui qui l'avait théorisé. Donc, il y a eu un brouillage des lignes dans ce rapport à la guerre qui est tout à fait nouveau, je pense. Dans un contexte où l'opinion publique est quand même très, très frileuse sur les interventions militaire. Donc cette question de guerre juste, de compréhension des buts de guerre est absolument essentielle. Sur le quinquennat de François Hollande, il y a eu un vrai soutien sur la question du Mali qui lui a bien réussi. Et c'est vrai qu'il est quand même relativement surprenant avec ce registre manichéen, moral. Moi, ça m'a un peu rappelé les discours de Ronald Reagan sur l'empire du mal face à l'empire du bien. Et là, ça répond à une attente de l'opinion inquiète sur le terrorisme. On a parlé de la triangulation. Il y avait aussi une explication peut-être plus psychologique. Voilà, vous dites on y reviendra dans l'émission, mais qui peut être avancée. Est-ce que François Hollande ne cherche pas à compenser une certaine image, un côté gauche molle peut-être, qui avait été porté dans la campagne des primaires par Martine Aubry, Revival, en quelques secondes? J'ai essayé de montrer la cohérence de ce que nous défendons ensemble, c'est-à-dire non pas une gauche molle. La vérité, c'est que les Français veulent vraiment une gauche qui soit forte. Fidèles à eux-mêmes, une Martine Aubry plus offensive, un François Hollande qui s'est voulu plus rassembleur. Voilà, alors Isabelle Berramasson, est-ce qu'il y a aussi cette question justement? Je disais vous qui avez quand même pas mal suivi François Hollande, est-ce que c'est ça? Il y a aussi une question d'image? Alors, le quinquennat de François Hollande va se faire à partir de ce qui s'est dit, à mon avis, pendant la primaire. Et là, on a bien vu un extrait dans lequel Martine Aubry fixe la question. C'est intéressant que ce soit une femme qui dise ça. Molle, ouais, voilà. Elle parle de molle. Oui, vous parliez de virilité tout à l'heure, c'est vraiment là-dessus que ça se joue. Évidemment, et donc il va falloir, pour François Hollande, systématiquement rappeler que non, ses organes ne sont pas molles, mais il est un vrai homme, il est dans la virilité. Et constamment, il va se poser sur cette question de l'autorité mâle. Et la guerre, évidemment, appartient aux hommes. C'est le domaine de la virilité. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que toutes ces guerres ne sont pas pour répondre à Martine Aubry. Bien évidemment, j'exagère. J'allais dire tout ça pour Martine Aubry. J'exagère. Mais on voit bien qu'il a un déficit. Et là, je m'adresse à Frédéric Dabi qui va nous le confirmer. Il a un déficit d'autorité. Et
systématiquement, quand il va s'agir de politique internationale, il va revenir avec son autorité. C'est vraiment tout à fait ça. On le voit très bien pendant la campagne des primaires socialistes septembre-octobre 2011. Il y a une vraie fragilité perçue par les Français chez François Hollande. C'est une difficulté perçue à décider, à trancher et un manque d'autorité. De là, un doute sur va-t-il bien occuper. D'accord, ça veut dire qu'il continue à être obsédé. Vous pensez, quand vous entendez ces extraits, ces discours aujourd'hui très virils, là, comme on disait, qu'il est toujours obsédé par ça, par ces critiques de la primaire? Sans doute, dans le sens où cette inadéquation perçue à endosser le costume présidentiel va être réactivée tout au long du quinquennat, au moment de Florange, au moment de l'affaire Léonarda, où on a le sentiment que sa main a tremblé, et c'est une critique majeure des Français, à côté de la plus importante en termes d'absence de résultats sur le plan économique. Oui, Jean-Dominique Marchais, est-ce que vous disiez question de génération, aussi peut-être question de contexte, alors, non? Oui, c'est évident. On a un homme qui n'avait rien dans son parcours qui le préparait à ça. Voilà. Être président ou chef des armées. Être chef des armés. Être chef des armées. Parce qu'il ne faut jamais oublier que sous la Ve République, ce n'est pas une décoration. On ne dit pas chef de l'État, chef des armées. Il est vraiment le chef des armées. C'est-à-dire que c'est lui qui donne les ordres, presque dans leur contenu le plus concret. C'est-à-dire, par exemple, la frappe qui a eu lieu en Syrie, elle a été décidée dans le bureau de François Hollande. Par François Hollande, avec ses conseillers, certes, mais c'est François Hollande qui dit « OK, on y va ». Bon, donc ça veut dire que lorsque, par exemple, on parlait du Mali... On va en parler. On va y revenir. Revenons-y. Alors, on y vous redonne la parole. On va voir les extraits. Justement, François Hollande, donc, a dit de chef de guerre, et donc lance les opérations au Mali. On est en janvier 2013. Première intervention militaire, donc lancée par François Hollande contre des terroristes. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. J'informerai régulièrement les Français sur son déroulement. Voilà, et ça c'était le matin de l'intervention, et le jour même, un avion français était abattu, son pilote mourait. Alors le premier mort de cette guerre, décidé par le président, un chef des armées, lequel intervenait à nouveau le lendemain. J'ai veillé à renforcer le dispositif militaire français à Bamako pour protéger nos ressortissants. Je tiens à rendre hommage à nos armées. L'un de nos pilotes est mort dès les premières heures de l'affrontement. Je salue sa mémoire. Voilà, l'hommage est bref, glissé dans un discours faisant le point sur les opérations, mais quelques mois plus tard, lorsque d'autres soldats sont tués en Centrafrique, le président s'exprime plus longuement sur ces questions. Dès son arrivée à Bangui, François Hollande se recueille devant les cercueils des 2 soldats français tués la nuit dernière en opération, Antoine Lequignot, 22 ans, et Nicolas Vaucaire, 23 ans. Quelques minutes plus tard, le président s'adresse à l'ensemble des soldats. Ils ont donné leur vie pour en sauver d'autres. Car tel est le sens de votre présence ici en Centrafrique. L'émotion, elle est évidente après ce qui s'est produit. 2 soldats qui sont morts pour la mission qui leur avait été confiée, qui se poursuit, et d'autres soldats qui sont encore en ce moment même, au moment où je suis présent, sur le terrain pour pacifier cette ville et ce pays. Ça veut dire que la mission va changer ? Non, la mission est la même. Elle est dangereuse, on le sait, on le savait, mais elle est nécessaire si l'on veut éviter qu'il se produise ici un carnage. Merci. Alors je vais vous rendre la parole, mais d'abord on avait commencé à faire les comparaisons avec Nicolas Sarkozy, alors on va continuer avec d'autres images. Là on est en 2008, après la mort de soldats français en Afghanistan, de 10 soldats français. On regarde la réaction de Nicolas Sarkozy. Dans le camp militaire des forces de l'OTAN, une chapelle ardente a été dressée. Le chef de l'État s'est recueilli devant les 10 cercueils de ces jeunes soldats arrivés le mois dernier dans le pays. Il a réaffirmé l'engagement de la France. Je souhaite m'incliner au nom de la nation devant la mémoire de vos 10 camarades. Ils sont allés jusqu'au bout de leur engagement
Pourquoi on est ici? Parce qu'ici se joue une part de la liberté du monde. Parce qu'ici se mène le combat contre le terrorisme. Voilà, alors on a vu plusieurs extraits, hein, donc suite à... Voilà, parce que la guerre, c'est aussi évidemment des morts et après des hommages à rendre. Donc voilà, je vous laisse reprendre la guerre, ce sont votre toujours explication. des morts. La guerre, toujours des morts. Toujours des morts. Voilà. Ça, c'est quelque chose que on a oublié. Parce qu'on l'a vu. Vous parliez des générations, vous parliez des différences de génération, et là, les présidents redécouvrent ça. Vous avez un homme qui a un parcours politique, qui a été maire de Neuilly ou président du conseil général de la Corrèze, qui a fait une carrière à la tête d'un grand parti où on prend des décisions. Voilà. Et tout d'un coup, il donne un ordre, il dit on va faire ça. Et au Mali, la scène qu'on a vue, c'était 5 heures plus tard. 5 heures après le fait que cet homme ait donné un ordre, on lui dit, Monsieur le Président, un soldat français vient de mourir, il a une famille, il est vraiment mort. Il ne va pas revenir ce soir, on n'est pas dans un jeu vidéo. Et donc, le président Sarkozy découvre ça, il dit, ouais, il faut aller en Afghanistan, machin, on rentre dans l'OTAN, il faut qu'on y soit. Et puis d'un coup, on lui dit, voilà, vous allez accueillir 10 familles réelles, des mamans, des papas, des femmes, dont leur fils a été tué. Et donc, ils se prennent ça en pleine figure, parce que rien ne les a préparés. Et dans leur réaction, justement, voilà. Et donc, il y a forcément, vous voyez ça ils compensent. Et donc, il y a toujours des déclarations un peu excessives. On en fait toujours trop autour de ces morts, parce qu'à la guerre, il y a des morts, c'est normal. Mais on voit bien qu'ils ne savent pas gérer ça. Et donc, ils font beaucoup de communication autour de ça. On fait des cérémonies aux Invalides, on fait des choses à Ah, c'est ça, c'est parce que c'est le fait qu'on ne sait pas gérer. Les États-Unis, par exemple, ne font absolument pas ça. En Angleterre non plus. Il y a quelque chose de très français là-dedans. On en fait trop autour de... Parce que ces hommes ne savent pas gérer ce sentiment de dire « j'ai donné l'ordre à des soldats d'aller mourir ». Oui, Marie de Gand. Peut-être qu'aux États-Unis, on en fait moins aussi parce qu'on est traumatisé par le décompte des morts pendant la guerre du Vietnam. En France, la question, ce sera un jour peut-être jusqu'à combien de morts on est prêt à aller pour nos valeurs ou pour défendre la liberté en général. Quels sont les buts de guerre? Bon, ça, c'est un premier problème, effectivement. Quel est le sens de l'engagement de ces hommes pour des opérations extérieures? Jusqu'où on va? Pour l'équilibre mondial ou juste pour défendre la France du terrorisme? Oui, ce qui explique d'ailleurs François Hollande. Il revient d'ailleurs dans l'intervention quand il est pris à la volée là, en Centrafrique. Il est sur cette thématique-là. Mais il y a aussi une autre différence. Ici, on a l'air de dire, voilà, ces hommes politiques qui dirigeaient qui une ville, qui un territoire, se sont révélés capables de trancher, de décider, d'envoyer des hommes. Ils ne sont pas seuls. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a un cabinet militaire autour de chaque président. Et là, le chef d'état-major particulier de François Hollande, c'est le même que celui qui accompagnait Nicolas Sarkozy avant. Ça veut dire qu'il y a une continuité derrière nos dirigeants, qu'il y a une continuité de l'appareil militaire, qui fait que, certes, c'est eux qui décident, mais la façon dont les décisions leur sont potentiellement présentées reste la même. On parlait de la réaction qu'ils ont à ce moment-là. Il y a quand même des différences dans la réaction des uns et des autres, parce que vous dites Nicolas Sarkozy, on a l'impression, est très ému au moment où il va en Afghanistan. Bon, c'est vrai que c'est 10 soldats, c'est beaucoup, effectivement, mais il le montre, on a l'impression qu'il ne le cache pas. François Hollande, première déclaration, premier mort, il l'évoque, mais très très rapidement. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces différences? Je crois qu'encore une fois, François Hollande s'adresse aussi à Nicolas Sarkozy, donc il veut marquer sa différence. Donc ils ont quelque chose de commun qui est la détermination, et François Hollande insiste beaucoup sur la détermination. Son ton est toujours celui de la détermination. Même après les morts en Centrafrique. Il a une voix qui voilà, c'est ça, sa décision est irrévocable, il ne doit pas trembler, c'est clair. Mais la différence avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a deux registres, me semble-t-il. Il a la détermination émue, et on le voit quand il est en Centrafrique devant les cercueils, et la détermination sans froid. Alors on a le sentiment que Nicolas Sarkozy n'est que dans l'émotion, l'expression du drame, etc. Et ça, je crois que probablement François Hollande, nous le savons, est un personnage à sang-froid, mais il se trouve particulièrement à l'aise pour marquer sa différence avec Nicolas Sarkozy, me semble-t-il. Il y a deux registres. On va vous faire agir, peut-être Marie de Gand, juste un petit mot sur la comparaison des deux. Vous avez une petite réaction ou suite à ce que vient de dire Isabelle Verramasson? 10 morts, quand c'est votre premier grand engagement, ça doit quand même conduire à adopter une posture peut-être moins
moins belliciste qu'on... Voilà, je pense que c'est aussi le ratio qui fait... Et puis le choc que ça a été que ces premières pertes qui explique la différence. Oui, moi je vois quand même des points communs entre eux. C'est pas les mêmes contextes, bien sûr. Bien sûr, le ton de Nicolas Sarkozy est peut-être un petit peu moins sobre. Il parle de 10 camarades. François Hollande apparaît plus en distance. Mais on trouve toujours par rapport à la frilosité, l'inquiétude de l'opinion publique, des discours de légitimation de la présence française, pacifier, éviter un carnage du côté de François Hollande, se battre contre le terrorisme. Et puis il y a cette idée d'individuel, d'engagement individuel au service d'un collectif qu'on trouve dans les deux discours. Il y a quand même des points communs. D'accord, avec tous ces hommages dont vous parliez, effectivement très très appuyés, vous disiez peut-être trop, oui, un petit mot. Juste le fait que le discours de Nicolas Sarkozy avait lieu à Kaboul. Donc il s'adresse aux camarades de ces tués pour leur dire vous allez rester, vous courez encore des risques. Donc il y a aussi cette empathie et cette émotion parce qu'il s'adresse à ceux qui sont encore sous le feu du combat. Alors que François Hollande parlait, il me semble, dans le décor de l'Élysée. C'est autre chose. Voilà. Et après, la deuxième fois, il était en Français. Vous avez raison de dire que l'émotion s'exprime encore plus lorsque les hommes politiques sont sur place. Oui, ce simple déplacement qu'un président d'un grand pays, membre du Conseil permanent des Nations Unies, estime qu'il est nécessaire d'aller sur un théâtre d'opération parce que 10 soldats français sont tombés dans une embuscade. Comme dit Marie de Gaulle, c'est pas rien non plus. C'est pas rien, mais attendez, c'est pas Waterloo, c'est pas Stalingrad, c'est pas le Vietnam. Il y a donc évidemment une surréaction. Comme on surréagit parce que à chaque fois on va donner des décorations, des cérémonies, des machins. Voilà, parce qu'on ne sait pas gérer ça. D'accord. Mais alors vous dites, alors vous parlez effectivement de cette inexpérience, du fait qu'on ne sait pas gérer. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers pas de François Hollande en chef de guerre ont été quand même plutôt très triomphants, puisque 15 jours après le début de l'opération au Mali, donc ça c'était en janvier 2013, eh bien il se rend sur place pour un premier bilan très positif dans une ambiance euphorique et un discours qui a marqué, on s'en souvient et on le revoit pour se le remémorer. Oui, c'est vrai. J'ai pris une décision grave le 10 janvier d'engager les soldats français avec les soldats maliens. C'était l'appel que m'avait lancé le président Traoré. C'était le devoir de la France. La France est avec vous, la France est à vos côtés, la France est fière de vous. Et moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Parce que à un moment, une décision doit être prise. Elle est grave. Elle engage la vie d'hommes et de femmes. Cette décision, je l'ai prise au nom de la France. Voilà, alors, la journée la plus importante de ma vie politique, on est loin là peut-être encore, vous nous direz de la gravité de la guerre, mais la gravité elle surgira quand même quelques mois plus tard, en 2015, lors d'un entretien avec les jeunes lecteurs de Mon Quotidien. Pour vous, quelle décision a été la plus difficile à prendre? La décision la plus difficile à prendre, c'est d'engager les forces armées dans un conflit. Ça m'est arrivé 3 fois. Et la première fois, c'était pour le Mali. Pourquoi c'est une décision très, très lourde? Parce que d'abord, elle engage la vie des soldats. Voilà, tout simplement parce qu'elle engage la vie des soldats. Oui, Jean-Dominique Marchais, une réaction peut-être sur le contraste entre ces deux moments. Parce que le premier, lorsqu'il va au Mali, le premier soldat, effectivement, est déjà tombé. Mais il est quand même dans cette, peut dire, euphorie, enfin en tout cas dans cette ambiance triomphante. Et après, il y a une évolution, un décalage. Comment vous l'expliquez? Bien sûr. Le discours au Mali est à la fois stupéfiant que dire c'est la journée la plus importante de ma vie politique. Et en même temps, il est totalement
totalement vrai. C'est-à-dire que on est au cœur du pouvoir. Sur les canons de Louis XIV faisaient graver c'est la dernière raison du roi. C'est-à-dire que quand le roi n'a plus d'arguments, il y a une continuité autour du président, mais pour lui, c'est vraiment cette... C'est le cœur c'est l'essence même du pouvoir politique. La découverte du pouvoir, en fait, que de faire la guerre, que de dire ouvrez le feu, messieurs, ouvrez le feu. Voilà. Et c'est le cœur. Et donc, évidemment, c'est une expérience humaine extraordinaire. Surtout à une époque où on dit que le politique n'a plus de pouvoir. Évidemment, là, il a un pouvoir de vie et de mort. De vie et de mort sur les gens d'en face, d'abord, qu'on va tuer, et puis éventuellement sur les nôtres qui vont mourir en faisant ça. Donc, évidemment, c'est une expérience... il ne faut pas... qu'il en parle en disant c'est le jour le plus important de ma vie politique, je trouve ça un peu bizarre, mais en même temps, ça dit tellement ce qu'est notre époque. Que voilà, il y a des choses... Ça dit que tout le monde, je pense, qu'il doit raconter ce qu'il ressent, ses sentiments, ses émotions et ses émotions. Et en même temps, ces sentiments sont vrais. Donc on peut pas, il ne faut pas s'en moquer. Il ne peut pas ressentir autre chose que ça. Et il a raison de ressentir ça. C'est pas un Colin froid qui se dit ah bah il le voilà, ressent et il fout, l'exprime. voilà. Avec quand même 2 temps, oui, Frédéric Dabi. C'est vrai que c'est un discours assez incroyable. Moi, ce qui me marque sur la forme, c'est son timbre de voix cassé, qui rappelle ses extinctions de voix pendant la campagne présidentielle. Les derniers meetings, le meeting du Bourget au début de sa campagne. On retrouve le Hollande en campagne un petit peu. L'anaphore, la France. Et puis, on a dit, parce que c'est dans un contexte où il chutait régulièrement de manière très forte dans les enquêtes d'opinion après cette intervention et l'affaire du Mali, il a regagné beaucoup de points. Janvier 2013. Janvier 2013. On a dit qu'il a endossé son costume présidentiel, comme lorsque Jacques Chirac, en rendant hommage à François Mitterrand en janvier 1996, avait lui-même endossé la fonction présidentielle. Et sa surréaction, c'est lié à un François Hollande dont on dit qu'il n'a pas d'affect, ou lorsque l'émotion le saisit, il surréagit. Mais c'est un discours assez incroyable et un aveu quand même très surprenant quand on connaît François Hollande. Oui, quand on connaît François Hollande, et qui va nuancer d'ailleurs, c'est intéressant, les 2 temps avec quelques mois plus tard, quand, alors je ne sais pas s'il a pris peut-être la mesure de la complexité du nombre de conflits dans lesquels la France est engagée. C'est peut-être juste pas le même moment politique, Isabelle Vera-Masson. J'ai envie de vous rappeler que la question de l'armée et de la guerre est quand même quelque chose de très important pour François Hollande. Vous rappelez qu'il a été réformé de son service militaire quand il était étudiant, et il a demandé à aller faire le service militaire. C'est-à-dire qu'il est intervenu pour faire son service militaire. D'accord, parce qu'il était réellement réformé, des vrais problèmes. Il avait des problèmes, je crois, de lunettes, enfin, il voyait mal, et il a demandé à faire son service militaire. Donc c'est peut-être une anecdote, parce qu'évidemment, expliquer le comportement politique des gens par leur passé est toujours un petit peu difficile, mais quand même, c'est quelqu'un qui est tout à fait conscient. Hein. Il n'a pas choisi n'importe quel ministre de la Défense. C'est probablement la personne la plus proche de lui. Mais qui est conscient de quoi, alors ? Conscient du rôle de la guerre, de la décision de vie ou de mort, vous l'avez bien dit, dans son costume de présidentiel. On n'est pas président de la République uniquement pour être à l'Élysée, mais pour prendre des décisions graves, lourdes, et il le sait depuis qu'il est tout petit, d'une certaine manière, au moment où il choisit de faire son service militaire. On ne peut pas attaquer un homme qui a fait son service militaire. Vous décidez, mais c'est pas vous qui faites la guerre. D'accord. Vous vous dites tout, président du Conseil général de Corrèze, qu'il était, si je comprends bien, pour nuancer ce qu'on disait, exactement. Il est quand même... Je m'inscris un peu en faux contre ça. C'est quelqu'un qui est conscient. Il a toujours été conscient. Quand il fait campagne pour être président de la République, il va être celui qui va être le chef des armées. Il ne l'avait jamais vécu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette expérience physique ou psychologique, d'ailleurs, d'être confronté tout d'un coup à ça. Ça, il ne l'avait pas vécu. Et donc là, il attend d'être président de la République pour découvrir cette expérience. Alors qu'on sort d'époque où, au fond, les gens le vivaient ordinairement. Le fait qu'il y avait des opérations militaires, des guerres, des choses. Les gens, voilà, c'était le commun. C'était malheureusement la vie régulière. Toutes les générations, il y avait une guerre. Marie de Gand, vous avez expliqué qu'il exprimait aussi une émotion, notamment quand il arrive au Mali. Après, on a envie de dire, les politiques, ils ressentent des émotions, ils les expriment, mais il y a des discours aussi. Il y a des plumes qui travaillent pour eux. Là, on est quand même dans un discours écrit,
non? Vous Non, pensez que c'est improvisé? L'anaphore, elle coule toute seule parce que c'est ce à quoi recourent les politiques lorsqu'ils ne savent plus. C'est un peu les vers formulaires chez Homère. Hein, ça leur permet de s'appuyer pour savoir ce qu'ils vont dire ensuite. Quand il y a une anaphore, on sait qu'il n'y a pas de discours écrit, c'est ça? Parfois, vous avez des plumes qui font beaucoup d'anaphores. Bon, d'accord, des c'est discours pas très forcément écrits un qui indice. fonctionnent de manière anaphorique. Mais là, on voit que c'est improvisé. Et la preuve en est qu'il se laisse aller à l'émotion. Au lieu de rappeler le rôle de la France et de s'abolir dans sa fonction de président qui s'inscrit dans une lignée de grands présidents incarnant la nation, ici, il va quasiment faire un aveu autobiographique. Quand il parle de la journée la plus grande de sa vie, il nous dit, de sa vie politique, oui, mais il nous dit, il ne parle pas de la décision politique que ça implique pour la France, il nous dit, à un moment, une décision doit être prise. Et on a l'impression qu'il a découvert, effectivement, comme le disait Jean-Dominique Merchet, il a découvert le Graal, qui est la décision cruciale, doit-on engager? Et c'est pour ça que c'est la journée la plus importante pour lui. Et ça, le pays s'en fiche. Je veux dire que c'est pas ça qui est important. Pourquoi, pour la France, c'est si important qu'on y soit allé? C'est ça qu'il faudrait rappeler en ce moment. Et je pense que le fait de se laisser aller à l'improvisation coûte un peu de sens à ce discours. Le mot de la fin, peut-être Jean-Dominique Merchet, parce que vous évoquez cette différence de génération et puis des comportements qui vous paraissaient peut-être un peu décalés avec ce qui a été fait ou avec ce qui se fait ailleurs. Mais on va dire qu'en France aussi, la plupart des gens n'ont pas connu la guerre. Du coup, il y a quand même un écho, non? Ça fait écho à ce que ressent l'opinion publique. Voilà, 10 morts, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas le condamner, il faut simplement l'observer. C'est comme ça que ça se fait aujourd'hui, sauf qu'on parle de choses qui sont bénignes, en fait. Il y a peu de morts. On n'est pas face à des tragédies épouvantables. Même, excusez-moi, je vais peut-être choquer des gens, mais... je veux dire, c'est compliqué là à doser quand même les tragédies, mais bon, oui. Non. Quand vous avez 10 morts, 20 morts, 30 morts, vous n'êtes pas face à 900 morts tous les jours. 900 morts tous les jours, c'est ce que la France subit pendant 4 ans durant la guerre de 14. Donc, la résilience évolue au fil du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il semble que le pouvoir politique, peut-être plus que les citoyens d'ailleurs, le pouvoir politique a très peu de résilience sur les morts. C'est-à-dire que quand on fait de l'action politique, à un moment, il y a des morts. Voilà, ça arrive. Parce qu'il y a des attentats qui sont commis contre nous, parce qu'on est considérés comme des ennemis, parce qu'on désigne d'autres groupes comme des ennemis et on va leur porter la guerre. Donc, il y a des morts. Et effectivement, il y a une forme d'évolution de la résilience aux pertes civiles ou militaires qui a beaucoup évolué chez les politiques, principalement chez les politiques qui ont du mal à assumer ça. Voilà, parce que au fond, quand vous comparez ce qui se passe aujourd'hui en France avec les attentats du mois de janvier ou avec les pertes militaires dans les opérations extérieures et ce qui va se passer dans d'autres pays réellement en guerre ou ce qui s'est passé dans notre histoire récente, la guerre d'Algérie, on a perdu des dizaines de milliers de soldats durant la guerre d'Algérie. Vous voyez, donc tout ça fait qu'on n'a plus la même approche. Mais on ne peut pas le reprocher. C'est le bonheur de vivre en paix depuis 60 ans. Certes, les politiques ont moins de résilience face aux morts, mais il me semble que c'est le cas de l'opinion publique. Et c'est aussi le cas des militaires, puisqu'il faut se rappeler qu'à la suite d'Ouzbine, des militaires ont pour la première fois en France porté plainte contre des dirigeants militaires pour demander qu'on légitime si oui ou non cette opération avait été bien préparée. Donc ça prouve que même au sein de l'armée, il commence à y avoir des doutes sur la légitimité de perdre sa vie dans certaines opérations. De ces pertes humaines. Alors on va dire avec quand même finalement un paradoxe qui est effectivement une difficulté à justifier, à expliquer, à parler des morts, puisqu'il y en a heureusement, on va dire, de moins en moins. Et en même temps, paradoxalement, un discours très très guerrier de la part des politiques, ce qui peut passer quand même pour un paradoxe. Un peu décalé. Un peu décalé. Un peu décalé. On en fait un peu Mais trop. c'est parce qu'il y a peu de morts et donc on peut se servir de la guerre dans sa communication politique, ce qui est un peu choquant quand même. Je pense que s'il y avait plus de morts, on n'aurait pas ce débat aujourd'hui. On ne parlerait pas justement de l'utilisation politique, de communication politique. Je crois que c'est ça la différence. Donc on peut d'autant plus faire de la communication politique qu'il y a peu de morts. Donc on voit bien, parce que les Français ne comprennent pas tout à fait forcément pourquoi on est en Mali, en Centrafrique, en Irak et en Syrie. Et en revanche, on peut très bien s'en servir. D'accord, d'accord. Donc comme quoi, c'est pas si paradoxal que ça. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Mélanie Bouchelouche qui se sont levées tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Laurent Ferré et à Diane de Charmas qui se sont couchés tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillons-les. Alors, le général de Gaulle faisait 5 discours en 1964. Sarkozy a fait 15 discours pendant toute sa commémoration. Et François Hollande en a fait 58. Ah oui, redites-moi ça. C'est très intéressant.